Hello, everyone, and welcome to the webinar. Bonjour, bienvenue au webinaire que signifie appartenir à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Aujourd'hui, je m'appelle Hakim Giroux, je suis le gestionnaire d'engagement d'AMSA et je vais passer par une petite introduction. On a notre spécialiste en multimédia et Christian Smitzer, notre spécialiste en communication, en arrière-bureau pour nous aider avec la partie technique. Alors, AMSA, organisme cadre provincial, reconnaît qu'on se retrouve sur les territoires non cédés des Premières Nations qui habitent ces terres depuis des temps immémoriaux. AMSA admet le privilège que nous avons comme colons sur ces terres et que nous nous trouvons sur les territoires traditionnels non cédés des nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. AMSA s'engage à créer des espaces sûrs pour les peuples autochtones. On veut également reconnaître que cet événement est financé par IRCC. Je vais maintenant présenter notre 4 oratrices qui se trouvent parmi nous aujourd'hui. Nous avons Sarah Felag, qui est coordinatrice des partenariats, elle est gestionnaire plutôt, des partenariats de la FFCB. Camille Desmar est docteur en sciences politiques avec une spécialisation en études de migration. Nous avons Coali Burman, co-gestionnaire du partenariat local en matière d'immigration de Vancouver. Et nous avons Orly Moulanga, coordinatrice du projet en fait, communauté francophone accueillante à Prince-Georges. Quel est le plan d'aujourd'hui? Donc, Sarah Felag va commencer avec une introduction. Que signifie appartenir à une communauté de langue officielle en situation minoritaire? Par la suite, Camille va parler de l'évolution de l'immigration francophone en Colombie-Britannique au fil des ans. Par la suite, nous aurons Coeli Burman qui nous parle de l'engagement inclusif des parties prenantes avec le secteur francophone. Et troisièmement, Orly Moulanga va parler du projet pilote d'accueil des immigrants francophones dans un petit centre à Prince-Georges. Et l'événement va terminer avec une séance de questions et réponses. Donc, notre première oratrice, Sarah Felag, gestionnaire des partenariats chez la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Sarah va présenter en français. Donc, si vous avez besoin de l'interprétation, cliquez sur l'icône en forme de globe en bas de l'écran pour choisir l'interprétation vers l'anglais. Et je donne la parole à Sarah. Je m'appelle Sarah Felag. Je suis responsable des partenariats avec les organismes anglophones au RIF et je vais commencer par présenter justement le RIF. Le RIF est le secteur immigration de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, qui est l'organisme porte-parole de la communauté francophone ici à BC. Donc, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, en plus d'autres dossiers ou actions, comme le développement communautaire ou la politique, donc gère aussi le dossier immigration dont je fais partie. Le but du RIF, donc nous avons plusieurs buts, bien sûr, mais le but ultime, c'est de vraiment créer une communauté accueillante pour pouvoir accueillir nos immigrants francophones qui puissent se sentir chez eux, au-delà du fait que nous soyons une minorité linguistique. C'est pour cela que ce sujet, pour nous, il est super important aujourd'hui, surtout qu'il a un petit cachet temporel, parce qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Que se passe-t-il aujourd'hui pour les communautés en situation linguistique minoritaire? Donc, pour cela, pour y parvenir, déjà, nous, à notre niveau, au RIF, nous avons plus de 33 membres qui sont au service des immigrants francophones pour justement assurer cet accueil, assurer que leur parcours d'intégration se passe
merveilleusement bien, qu'ils puissent s'épanouir et s'intégrer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, aussi, et ça, nous l'avons constaté, on ne peut pas s'épanouir juste en restant, dans sa propre communauté. Il faut aussi s'épanouir dans la société. Et c'est pour ça que, nous créons des liens avec plusieurs partenaires, dont les partenaires anglophones. Et je profite de l'occasion pour te remercier et remercier AMSA de nous avoir, inclus dès le départ dans ce webinaire en termes de réflexion et puis même de partenaires, de panélistes et tout. C'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Donc le partenariat justement, comment y parvenir? Donc c'était aussi le partenariat avec AMSA que nous considérons un partenaire de choix, a commencé, avant même que je naisse dans ce poste-là, donc parce qu'AMSA a appuyé la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique pour justement ouvrir le poste de responsable des partenaires avec les organismes anglophones pour favoriser cette intégration, pour créer du lien et pour pouvoir justement, mener des projets, faire des études, voir ce que nous manquons, comment pouvons-nous travailler pour améliorer nos prestations de services. Donc ça, c'est quelque chose, qui me passionne, personnellement. Ça ne fait pas longtemps que je suis à ce poste, mais je vois, bah, qu'il y a un intérêt, énorme de part et d'autre de justement créer ce lien et de travailler ensemble et on va voir ça justement au cours de ce webinaire, avec les intervenants qui vont avoir la parole. Donc, mon poste, est un poste pilote, à travers tous les RIF. Il n'y a pas un autre RIF, qui est, un responsable dédié à ça pour créer et développer les partenariats avec les organismes anglophones. Et tout ça, comme je disais, c'est vraiment pour favoriser et fluidifier le parcours d'intégration de l'immigrant francophone, qui est un but, commun à tous parce que, qu'on soit anglophone ou francophone, au final, on traite tous avec les immigrants et on a tous un but commun. Donc voilà, ça va être mon introduction pour aujourd'hui. Merci Hakim. Camille est docteur en sciences politiques avec une spécialisation en études de migration. Elle vient d'avoir son doctorat, alors félicitations. Donc, allez-y. Donc, le nom de la présentation, c'est l'immigration francophone en Colombie-Britannique à travers des années. Merci. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'immigration francophone en Colombie-Britannique à travers les années. Donc, on va faire un petit détour historique. Je vais commencer par résumer un petit peu les étapes importantes du développement de l'immigration francophone en Colombie-Britannique. Dans un deuxième temps, je vais dresser le portrait de l'immigration francophone récente en Colombie-Britannique. Donc, où est-ce que vivent les francophones? De quel pays d'origine sont-ils issus? C'est le type de questions auxquelles je vais répondre. Ensuite, dans une troisième partie, je vais parler un petit peu de la responsabilité de la Colombie-Britannique dans le soutien de l'immigration francophone dans la province. Et dans une dernière partie, je vais parler de l'accueil des nouveaux arrivants francophones en Colombie-Britannique. Alors, un petit peu d'histoire. D'où vient cette immigration francophone en Colombie-Britannique? Alors, elle a vraiment pris son essor, elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'expansion du commerce de la fourrure. Il y avait des explorateurs qui cherchaient à trouver un passage à travers les montagnes rocheuses pour arriver jusqu'à la côte ouest du pays, pour pouvoir étendre un petit peu ce commerce. Et ce n'est pas tant les explorateurs eux-mêmes qui étaient anglophones et qui ont donc amené cette présence francophone dans le territoire de la Colombie-Britannique, mais c'était toutes les personnes qui travaillaient pour eux. Donc, que ce soit les guides, les interprètes, même des gens qui pagayaient, les pagayeurs, toutes ces personnes, la plupart étaient de Montréal et donc ont vraiment mené au développement des premières arrivées francophones dans le territoire que maintenant on appelle la Colombie-Britannique, qui est devenue une province seulement en 1871.
Il y avait aussi à cette époque, donc fin 18e, début 19e, il y avait des Métis, des Iroquois, des membres d'autres communautés autochtones qui ont participé à ces différentes expéditions. Alors, en plus du développement du commerce de la fourrure vers l'ouest, il y a eu un deuxième facteur qui a fait que l'immigration francophone s'est développée dans les territoires de la Colombie-Britannique, et c'est le fait qu'il y a eu des missionnaires catholiques qui ont été envoyés à partir du 19e siècle pour convertir les populations autochtones. Donc, on voit déjà des congrégations religieuses qui sont formées sur l'île de Vancouver dès la moitié du 19e siècle. Donc, ces deux éléments, que ce soit le commerce de la fourrure ou l'envoi de missionnaires catholiques dans l'ouest du pays, ça a fait en sorte que dès le début, enfin plutôt le milieu du 19e siècle, le français est devenu la langue européenne, la première langue européenne parlée dans l'ouest du Canada, ce qui est un fait quand même assez marquant. Mais c'est un fait qui n'a pas duré, parce que à la fin des années 1850, il y a eu la ruée vers l'or. À partir du moment où il y a eu la ruée vers l'or, il y a eu beaucoup d'immigrants de plein de pays différents, et surtout des immigrants de Californie qui sont arrivés dans l'ouest du Canada, ce qui a fait en sorte que la proportion des immigrants francophones a vraiment baissé. Et puis, il y a eu une assimilation linguistique de cette population dans les autres, au niveau des autres groupes de population. Au début du XXe siècle, il y avait le développement du chemin de fer dans l'ouest du pays. C'est là où ça a un petit peu repris l'immigration francophone. Si on regarde le petit tableau qu'il y a sur les slides, on voit que jusqu'au début du XXe siècle, la présence francophone en Colombie-Britannique, elle était assez minime. On n'a jamais plus de 300 personnes qui étaient nées en France, qui ont été reportées dans les recensements. Alors bien sûr, ça, c'est seulement un groupe de population francophone. Il n'y a pas de données sur les autres groupes de population francophones à cette époque. Next slide, please. Thank you. Alors, après ça, la population francophone en Colombie-Britannique, elle a vraiment pris son essor en 1945 avec justement la création de la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique. La fédération, elle avait pour but à l'époque de donner une voix collective à de nombreuses associations locales. Donc à partir des années 50, c'est là vraiment où il y a eu cet essor de l'immigration francophone dans la province. Et il y avait 3 types de résidents francophones en Colombie-Britannique. Il y avait les descendants des colons francophones qui étaient arrivés, comme on l'a vu plus tôt, à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe. Il y avait des migrants interprovinciaux qui étaient plus récents, surtout en provenance du Québec et d'autres régions francophones du Canada. Et en troisième lieu, il y avait des immigrants d'Europe, d'Afrique et d'autres régions francophones du pays. Alors là, on va faire un fast-forward to ce qui se passe à l'heure actuelle et la population francophone qu'on a plus récemment en Colombie-Britannique. Alors déjà, il faut savoir que ces 20-25 dernières années, il y a eu une croissance conséquente du nombre de francophones dans la province, et notamment entre 2006 et 2016, il y a eu une augmentation de 9% d'individus dont la langue maternelle est le français et de 21% d'individus qui parlent français le plus souvent à la maison. Alors, ces deux indicateurs sont un petit peu différents. Les individus dont la langue maternelle est le français ne parlent pas forcément le français le plus souvent à la maison et vice-versa. En tout cas, dans les deux cas, il y a eu une augmentation nette de la présence de francophones dans la province. Et dans le recensement de 2021, donc c'est une statistique assez récente, la Colombie-Britannique, c'était la seule province en dehors du Québec et des territoires où le nombre de Canadiens qui ont déclaré le français comme langue principale parlée avait augmenté au Canada. Donc ça aussi, c'est assez marquant. Alors, où est-ce que vivent les francophones de la Colombie-Britannique ? Déjà, il faut savoir que les francophones ils représentent à peu près 1,1% de la population de la Colombie-Britannique
et ils sont répartis sur tout le territoire de la province. De toutes les provinces, à l'exception du Québec, la Colombie-Britannique, elle compte le plus grand pourcentage d'immigrants au sein de sa population francophone. Donc là, on a une petite carte qui montre la répartition géographique de la population dont le français est la première langue officielle parlée par région économique de la province. Et on voit qu'il y a une très grande majorité, 58%, qui habitent dans le Lower Mainland et le Sud-Ouest. Il y a 20% de cette population francophone qui habite sur l'île de Vancouver et la côte. Et il y a 12% de ces personnes qui habitent dans la région de Thompson-Okanagan. Le reste de la population francophone est réparti à moindre pourcentage, on va dire, dans les autres régions économiques de la province. Alors, d'où viennent les francophones qui vivent en Colombie-Britannique? Donc, dans le recensement de 2016, il y avait 12% des francophones de la province qui étaient nés en Colombie-Britannique. Il y avait 59% des francophones qui étaient nés ailleurs au Canada et il y avait 28% de personnes qui étaient nées à l'étranger. Donc, parmi ceux qui étaient nés à l'étranger, là, on voit une petite carte. Eh bien, il y a 50% de ces personnes qui étaient nées en Europe, 18% qui étaient nés en Afrique et 22% qui étaient nés en Asie. Alors, lors du recensement de 2016, le pays principal d'origine des immigrants récents en Colombie-Britannique, qui avait le français comme langue officielle parlée, c'était la France, suivi de l'île Maurice, du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Suisse et de la Belgique. Alors, j'ai parlé d'immigrants récents. On peut définir les immigrants récents comme un immigrant qui a obtenu son statut d'immigrant ou de résident permanent au cours des 5 dernières années précédant un recensement donné. Donc, la Colombie-Britannique, elle a un rôle important à jouer dans le soutien de l'immigration francophone en Colombie-Britannique et il y a le gouvernement de la province qui a pris des actions pour faire en sorte que ce soit le cas. Alors, je vais donner quelques petits exemples d'actions qui ont été prises pour favoriser cette immigration francophone. En 2002, il y a le gouvernement fédéral du Canada qui a créé un comité directeur citoyenneté et immigration des communautés francophones en situation minoritaire. Le mandat de ce comité, c'était de veiller à la mise en place des conditions nécessaires pour faciliter le recrutement, la sélection et l'accueil des nouveaux arrivants et leur intégration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Le gouvernement de la province a rejoint ce comité très rapidement. En 2004, il y a eu un accord qui a été renouvelé entre le Canada et la Colombie-Britannique, un accord de coopération en matière d'immigration. Et la Colombie-Britannique, elle s'est engagée à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada et de favoriser leur épanouissement. Et en 2005, la Colombie-Britannique a également signé un protocole d'entente avec Citoyenneté et Immigration Canada qui permettait le transfert des fonds fédéraux pour soutenir des initiatives de promotion et de recrutement qui ciblaient des francophones. Alors, les fournisseurs de services d'accueil et d'intégration des immigrants au Canada, ils jouent un rôle clé pour aider les nouveaux arrivants francophones à s'adapter à leur nouvelle vie. Ces organisations, comme Sarah l'a mentionné tout à l'heure, elles s'engagent à vraiment favoriser l'épanouissement des immigrants francophones et aussi à soutenir la dualité linguistique et le principe d'égalité dans la prestation des services. Alors, parce qu'il est important de mettre en place des conditions les plus favorables pour que ces organisations elles puissent aider les nouveaux arrivants francophones et comprendre leurs besoins, AMSA a développé un cours en ligne pour les professionnels des organisations anglophones sur le parcours d'intégration francophone. Ce cours sera bientôt accessible et il est composé de 5 modules différents qui fournissent des informations sur la francophonie et les immigrants francophones au Canada,
sur les immigrants francophones en Colombie-Britannique, comme on l'a un petit peu vu aujourd'hui, sur les initiatives du gouvernement qui visent à renforcer la francophonie. Il y a aussi un module sur le rôle des organisations qui fournissent des services d'accueil et d'intégration aux immigrants francophones pour soutenir la francophonie dans la province. Et enfin, il y a un module dans le cours sur les différents services qui sont offerts aux nouveaux arrivants francophones en Colombie-Britannique. Dans le cours, il y a également 3 quiz différents qui permettent de tester un petit peu les connaissances des personnes qui suivent le cours pour voir si les différents points abordés sont retenus ou pas. Mais c'est des quiz qui sont assez ludiques et plaisants, amusants à faire. Voilà, c'est tout pour ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup pour toutes ces données et toute cette présentation. Donc, notre prochaine oratrice sera Koyali Berman, qui est co-directrice du Vancouver Local Immigration Partnership au VLIP, ou le partenariat local en immigration de Vancouver. Alors, Koyali va donc nous parler des pratiques prometteuses du LIP de Vancouver pour un engagement inclusif des intervenants du secteur francophone. Merci, Hakim. Bon après-midi à tous. Je suis très heureuse de vous présenter cette allocution aujourd'hui. Merci, Amsa. Merci à tous qui participent. Et comme Hakim l'a mentionné, le sujet de cette exposé, je vais parler des stratégies que nous avons mises en place dans le cadre du PLI et des partenariats que nous établissons avec le secteur francophone. Donc, pour commencer, je voudrais d'abord vous donner un petit peu un aperçu, le contexte pour ceux qui peut-être ne sont pas au courant du partenariat local en immigration de Vancouver. Donc, au PLI, c'est un partenariat communautaire qui fait intervenir différentes parties prenantes pour arriver à des changements systémiques et mener à des résultats qui vont donc permettre l'intégration et le bien-être des immigrants, des réfugiés et des nouveaux arrivants au Canada. Donc, les valeurs, les principes de valeurs du VLP sont un leadership racialisé et inclusif, la transformation mutuelle, l'équité et la justice, et l'agilité et la réactivité. Nos principes de valeurs sont celles que nous mettons en œuvre dans notre travail et dans le cadre de ce que nous faisons au VLIP. Alors, cette diapositive va vous donner un petit peu un survol de la structure, la charpente du VLIP que nous avons. Nous avons donc une équipe de gestion, comme vous le voyez à gauche en mauve, qui appuie, donc c'est le système qui appuie les partenariats et qui dirige les activités du conseil, des tables consultatives, des groupes de travail pour assurer la réalisation des objectifs établis pour arriver à des partenariats inclusifs qui représentent bien les communautés desservies. Donc, le prochain, ensuite, nous allons parler au conseil du VLIP, qui est compris de différents représentants de partout au secteur qui veulent bâtir avec nous des villes inclusives et encadrer les nouveaux arrivants à Vancouver. Donc, il y a non seulement des représentants des fournisseurs de services, on a les institutions, des entreprises, organismes communautaires et autres. Nous accueillons également d'autres membres du PLI de Vancouver et par exemple des services municipaux et de nouveaux membres. Donc, je suis heureuse de dire que dans un an, le conseil de l'équipe, nous comptons maintenant 59 membres dans le cadre de ce conseil. Ensuite, nous avons un comité la table consultative des immigrants qui fournit des avis au conseil pour orienter les stratégies en priorité. Donc, c'est un petit peu un aspect nouveau pour nous. Nous voulions nous inspirer que le soit inspiré non simplement de ce que nous faisons dans l'organisme, de nos capacités, mais également de nouveaux arrivants ont leur vécu à offrir. Donc, pour eux, c'est une façon de recueillir cette expertise importante. Donc, le IAT, le comptable consultatif des immigrants, qui en anglais, c'est composé d'immigrants et ça nous permet donc d'avoir beaucoup de diversité parmi les membres siégeant à ce conseil.
Ensuite, nous avons le groupe de travail stratégique et avec ce processus de planification stratégique, nous avons donc un groupe de travail qui, lui, met l'accent sur les besoins précis pour ensuite influencer les travaux de l'équipe au complet. Alors, cette diapositive nous parle de qui sont donc les parties prenantes du VLIP. Et là, les parties prenantes, en fait, ce sont des organismes représentés, donc qui sont membres du conseil et des membres à titre individuel ou sans mandat précis. Nous avons également des arrivants ayant une expérience vécue, qui c'est la table consultative des immigrants, les collaborateurs du VLIP, c'est le secrétariat national du PLI et d'autres partenaires locaux en matière d'immigration, Colombie-Britannique et Yukon, la communauté dans son ensemble, les agences, les institutions, la municipalité qui collaborent à différentes initiatives. Donc, voilà ainsi que nous avons constitué comme étant les parties prenantes du VLIP. Comme je l'ai mentionné dans la diapositive, nous avons à peu près 59 membres du conseil pendant l'exercice fiscal 22-23 et nous avons 12 membres assiégés à la table consultative des immigrants à date. Prochaine diapo. Alors, ces diapositives, au PLI de Vancouver, nous encourageons l'implication au sein de la communauté d'ensemble, mais à l'interne avec les membres du conseil et donc les membres du VLIP, nous avons lancé un portail sur notre site web. Et donc, accessible à partir du site, c'est là que les membres du conseil et les membres également de la table consultative des immigrants peuvent puiser les documents reliés aux travaux du VLIP et utiliser également les ressources disponibles là. Nous l'avons lancé au début de l'année. Et en outre ce portail, nous avons un magazine publié mensuellement, maintenant tous les 2 mois en anglais. Et nous avons également des interventions au niveau des plateformes des médias sociaux. Maintenant, pour revenir à la toute première diapositive, si vous vous rappelez, j'avais parlé là des groupes stratégiques et l'objectif justement de cette stratégie, de ce groupe de travail qui veut toucher tous les secteurs, c'est pour appuyer la vision et les travaux du VLIP. Donc, nous travaillons en collaboration avec les co-directeurs et les membres du conseil. Donc, dans l'ensemble, nous avons créé des équipes principales, prioritaires, en fonction de ces stratégies. Et c'est grâce à l'implication et pour la représentativité de ces groupes que l'on voit plusieurs agences représentées et nous espérons avoir généré des projets à partir du mois prochain. Donc, il y a un centre de connaissances, une sorte de banque de données stratégique qui, avec ce groupe de travail, des stratégies, nous sommes en train de créer cette banque de données centrale. Et qu'est-ce que ça va représenter? C'est que ces groupes de travail vont pouvoir s'assembler, réfléchir et arriver à donc établir un plan d'action grâce à ça. Nous avons une communauté de pratique et sur l'équité, parce que l'équité doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. Nous avons une communauté de pratique dans ce domaine sur l'équité et au sein du travail. Et notre priorité, c'est arriver à du leadership racialisé. Donc, nous avons un groupe de travail qui met l'accent sur les solutions en matière d'emploi. Et en dernier lieu, la collecte des données, leur utilisation. Nous avons notre propre centre de recherche basé sur les communautaires pour pouvoir orienter les documents de politique et les recherches dans ce domaine. Donc, ce groupe stratégique est représenté par des membres du VLIP et des membres individuels ou sans mandat. Nous allons avoir à peu près 6 membres à travailler sur des projets spéciaux. Prochaine diapositive. Et là, je voudrais vous demander à Sarah Felag du réseau d'immigration francophone de Colombie-Britannique de parler de l'intersection avec le VLIP. Comment ça a fonctionné? Quels sont les antécédents de ça? Et Sarah pourra nous en dire davantage. À vous la parole. Merci, Coralie. Je vais présenter. If you want to activate. Je vois le visage de Koyali, je me rappelle de
mes premiers pas parce que j'étais toute nouvelle au RIF, à la FFCB, et puis on me demande de créer des partenariats avec les LIP. Déjà, j'avais aucune idée de ce que c'était les LIP. Et même en cherchant sur Internet, on ne trouve pas grand-chose. Il y a pas beaucoup d'informations. Donc, je contacte Koyali déjà pour une prise de contact, pour qu'elle m'explique un petit peu. Et dès notre première rencontre, l'intérêt était partagé et ça se voyait qu'on voulait vraiment collaborer. Donc alors j'ai commencé à poser des questions et puis j'ai su que, bah, c'était un peu ce que nous on faisait, côté RIF. Mais la différence est que nous, on a en fait, on agit, sur toute la province, mais les LIP, ce sont ils ont, comme un mandat local, voilà. Donc j'ai contacté Koyali et puis, ce qui était le plus important puisque nous, on ne fait pas de service direct, c'est d'impliquer nos membres pour qu'ils puissent siéger au sein des VLIP. Ce que nous avions fait, c'était une première, c'est que nous avions organisé une séance de travail où nous avons invité, tous les membres, qui opéraient, dans le secteur, à savoir à Vancouver, à cette session de travail pour que eux aussi, parce que pour la plupart, ils ne savaient pas ce que c'était les LIP aussi, donc c'était une découverte, une nouveauté. Donc Koyali avait gentiment accepté, c'était, le mois de novembre dernier, donc on a eu cette session d'information et honnêtement, pour moi, c'était une réussite parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un seul membre pour siéger et on s'est retrouvés avec 4 membres. On était très, très contents, que je remercie, du fond du cœur. Il y en a parmi eux qui sont présents là aujourd'hui. Et puis, des membres qui siègent et puis qui sont aussi dans les working groups, dans les groupes de travail et nous en avons un justement, demain et nous serons présents, Koyali, avec les membres pour assister et puis pour présenter un peu ce qu'on fait. Donc, pour moi, ce partenariat avec les Vélib a été un franc succès que j'espère, reproduire un petit peu, à travers tous les Vélib. Comme ça, tous les membres pourront en bénéficier et surtout, au final, les immigrants. Voilà, merci beaucoup. C'était juste, une petite, intervention. Thank you, Sarah. Merci Sarah. C'est toujours un très grand plaisir de collaborer avec vous. Et ce concept-là de la collaboration, j'anticipe beaucoup ça parce que c'est un cheminement pour moi et également pour le VLIP également. Donc, nous anticipons beaucoup continuer de collaborer avec vous et votre organisme et le secteur francophone dans son ensemble. Merci. La prochaine diapositive va nous montrer notre stratégie, la stratégie que nous essayons de mettre en place à VLIP et avec le secteur francophone pour un engagement vraiment approfondi, pertinent. Par exemple, le VLIP, nous allons donc, avec les différentes communautés francophones à Vancouver, nous allons lancer des initiatives pour bâtir une ville où toutes les langues peuvent s'épanouir. Nous avons des membres des agences qui s'occupent des membres allophones. C'est une belle occasion également pour nous de travailler avec les agences francophones de ce côté-ci et c'est notre intention. Alors, la première phase de ces priorités stratégiques en matière de collaboration avec le secteur francophone, là, on parle des besoins des communautés moins desservies. Donc, dans le cadre de notre plan stratégique, nous allons étudier les besoins de ces communautés moins desservies et on a identifié comme étant l'un des secteurs, le secteur francophone avec lequel travailler pour améliorer ce sentiment d'appartenance. Donc, les premières réussites, comme Sarah l'a mentionné, le fait que des agences francophones ont rejoint le Conseil VLIP après la première rencontre. Il y a plusieurs agences qui ont participé à nos exposés, à notre réunion, qui ont bien apprécié, qui sont devenus membres du Conseil VLIP. Alors, voilà, un succès déjà dès le départ que les agences francophones membres font partie prenante de ces groupes de travail et sur les priorités stratégiques. C'est assez récent, mais nous allons continuer à mettre l'accent sur des initiatives ciblées qui vont aider les deux secteurs, les anglophones, francophones, qui parlent anglais et français. Donc, c'est notre objectif. Et dans cette visée-là, on travaille à créer un comité consultatif francophone au sein du Conseil VLIP.
Donc, dans ce cadre, le cadre du plan de l'implication du secteur francophone, nous regardons également comment, dans la prochaine phase, avoir ce groupe consultatif pour établir la phase à suivre. Prochaine diapositive. C'est les facteurs prometteurs pour nous en tant que Philippe. Nous sommes ensemble à nos débuts, oui, mais il s'agit de créer un espace où la voix du milieu francophone, les membres francophones se sentent visibles et ont une incidence. Donc, l'autre aussi, faire en sorte qu'il y ait un apprentissage partagé et de la collaboration. On a beaucoup entendu des agences de francophones qu'elles voulaient s'assembler, partager les pratiques prometteuses, les meilleures réussites, les pratiques émergentes aussi, et cela de façon collaborative. Donc, nous sommes très heureux de ça. Ils veulent également accroître la sensibilisation de la double identité minoritaire des immigrants francophones et de leurs besoins. Vélib s'intéresse à cela, c'est pour ce qui est d'examiner les identités linguistiques et culturelles. Donc, les francophones sont une minorité linguistique en Colombie-Britannique, mais les migrants récents et les membres racialisés se retrouvent encore plus minoritaires. Donc, les francophones, donc, si vous voulez, à bien considérer, ils ont cette double identité en faisant partie de cette minorité francophone. Donc, ils font face à des défis, à des difficultés, comme aussi d'autres nouveaux arrivants. Mais parfois, par exemple, l'anglais étant un obstacle, ils pourraient ne pas être au courant des services disponibles pour le secteur francophone, aussi bien que pour ceux que l'anglophone l'auraient. Donc, on doit examiner la question de double identité et on espère que le groupe consultatif pourra nous orienter, nous conseiller dans ce domaine. Les réseaux, établir des liens avec des francophones pour aussi l'aiguillage. J'ai aussi beaucoup entendu que plusieurs de ces agences francophones qui font partie du VLIP ont mentionné l'importance de créer des liens avec les agences francophones pour faciliter l'aiguillage, l'orientation des clients. Donc, on est intéressé à cet aspect-là. Et nous voulons aussi communiquer avec donc, la recherche dans le milieu communautaire, tous ces domaines de recherche qui pourraient aider les secteurs tant francophones qu'anglophones. Améliorer également les résultats pour les fournisseurs de services établissements francophones et la communauté dans son ensemble. Donc, quel que soit le facteur prometteur qui émerge de ce que vous voyez sur cette diapositive, donc ces groupes de travail vont se pencher sur ces domaines-là. Prochaine diapositive. Ça nous montre également les défis et les enseignements puisés des leçons apprises. Donc, nous sommes encore au début de ce partenariat avec Philippe, avec le secteur francophone, mais il y a déjà quelques obstacles et leçons qui ont été repérés. Le processus n'est pas linéaire en soi. C'est l'approche que nous devons adapter. Nous avons des contraintes également en matière de ressources, parce que nos ressources maintenant mettent l'accent davantage sur les anglophones, les organismes parlant anglais, anglophones. Pour le moment, nous n'avons pas de personnel effectif bilingue pouvant exprimé en français. Donc, la traduction est également un service pour lequel nous n'avons pas de ressources, sauf si le financement y est. Donc, avoir tous ces éléments-là nous exigerait un financement accru. Donc, voici, si vous voulez, certains des obstacles. Un autre, de notre côté, on a l'expérience de l'engagement exclusif des parties prenantes, comprendre le contexte et le connaître. C'est un des domaines dont on a discuté. D'abord, on voudrait bien connaître le secteur francophone, son contexte, voir dans quel domaine nous avançons pour établir ce climat de lien et de confiance. Donc, les premières expériences de ce cheminement vers cette relation de confiance. Donc, pour cela, nous voulons aussi solidifier ce partenariat et faire les accommodations nécessaires. Comme nous l'avons mentionné, les principes de valeur, le partenariat est pour nous, mais avec, pour nous, une autre des valeurs importantes revient à l'authenticité. Quand nous travaillons avec des partenaires, nous ne disons pas tout savoir et nous nous basons également sur un réseau, nos réseaux d'organismes pour apprendre.
Et nous avons la même approche avec le secteur francophone. Il s'agit également de solidifier le partenariat en nous engageant des projets spéciaux de collaboration. Donc, le groupe de travail va endosser certains projets spéciaux, mettant l'accent sur le secteur francophone. Et nous allons aussi prendre le temps de réfléchir et d'analyser l'engagement de partenaires. Avec VLIP, nous avons un processus d'évaluation et nous allons suivre donc ces procédures-là, mais nous allons aussi prendre le temps d'analyser, de réfléchir l'engagement que nous avons avec le partenariat francophone et apporter les changements, les modifications au fur et à mesure. Merci. Merci Coralie, c'était un très bon exposé. Alors, le prochain orateur, ce sera Orly Molanga, qui est coordonnatrice du projet Welcoming Francophone Community, une communauté accueillante en français de la FFCB, qui va faire son exposé en français. Si vous voulez de l'interprétariat pour cela, n'hésitez pas à activer le bouton. Donc, à vous, Orly, de présenter le projet pilote à Prince-George. Merci Hakim. Déjà, je commence par remercier Hakim déjà pour cette invitation. Merci d'avoir pensé à nous pour pouvoir présenter le projet de la communauté francophone en région. Et voilà, donc dans cette présentation, nous allons nous focaliser sur la communauté francophone, mais plus précisément en région, donc l'expérience. Je veux vous partager l'expérience de Prince George pour répondre à la question que signifie langue officielle en situation minoritaire. Alors, next, please. Comme objectif, nous voulons vous présenter un aperçu déjà de la ville de Prince George et sa communauté francophone. Aussi, vous partagez les défis et les initiatives de la communauté minoritaire, de cette communauté minoritaire. Et aussi, nous parlerons donc de la communauté francophone accueillante de Prince George, qui est un projet à part, qui fait partie de ces initiatives. Et enfin, nous conclurons par partager avec vous quelques leçons apprises de cette expérimentation. Next, please. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la ville de Prince George? Prince George est une ville de la Colombie-Britannique déjà, avec près de, comme diraient les Belges, 78 000 habitants, mais ici on dira 78 000 habitants. Et elle est située en plein milieu de la Colombie-Britannique, à environ 900 km de Vancouver, sur les territoires traditionnels de peuples de Premières Nations, les Ditenais. L'anglais est la langue majoritaire parlée à Prince George, mais nous retrouvons aussi le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'arabe et les langues autochtones et bien d'autres langues encore.
Alors, que savoir sur les initiatives? Tantôt, je vous ai parlé de cette ambitieuse initiative que nous avons pour lesquelles je travaille. C'est l'initiative des communautés francophones accueillantes. Et c'est un projet pilote fédéral qui a été marqué par la volonté de construire un modèle d'intégration en faveur des immigrants francophones en contexte minoritaire. C'est un projet qui est financé par IRCC et co-construite et co-planifiée avec les communautés choisies dans 14 localités ici au pays. Pour la Colombie-Britannique, c'est donc la région de Prince-Georges qui a accueilli cette initiative pour un mandat à ce jour de 4 ans. C'est un projet qui est abrité au niveau local, donc à Prince-Georges, par le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges, avec une équipe composée d'un coordonnateur de projet et nous avons un agent de liaison et puis un agent de communication. Et au niveau provincial, c'est reçu par la Fédération de francophones de la Colombie-Britannique à travers son secteur en immigration, les réseaux d'immigration francophone de la Colombie-Britannique. Alors, pour information, lors de la journée de la francophonie du 9 mars dernier, le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges a reçu le prix de la francophonie. Donc, elle a été honorée, nous avons été honorés de recevoir ces prix de la francophonie pour son implication dans la communauté à travers ce projet de la communauté francophone accueillante. Nous étions honorés par le ministre provincial de l'immigration. Et donc, c'est pour dire que c'est une initiative qui vise à bâtir une communauté inclusive où les nouveaux arrivants d'expression française ont les sentiments que leur identité est respectée, ils se sentent intégrés dans la communauté d'accueil et qui ont toutes sortes d'opportunités pour contribuer pleinement à la société canadienne. Alors, quels sont les services que ce projet de la communauté francophone accueillante offre à sa communauté? Nous avons premièrement les services d'aide à l'établissement. Alors, en venant s'installer à Prince-Georges, tout nouvel arrivant pourra bénéficier d'un lieu d'accueil privilégié pour lui faciliter l'installation. Donc, quand il arrive, il trouvera une équipe pour l'accueillir, pour l'écouter, pour l'informer et pour l'aider à trouver les bons interlocuteurs. Il trouvera aussi des ressources claires et faciles disponibles pour s'informer et s'orienter. Et aussi, il y a des événements aussi d'accueil dont il pourra bénéficier avec des personnes et des organismes qui pourraient contribuer à son épanouissement. Il y a aussi, nous organisons aussi ce que nous appelons des jumelages ou de mentorat par les membres de la communauté. Donc ici, vous comprenez que c'est la communauté qui contribue à l'intégration et à l'épanouissement de cette nouvelle arrivant à Prince-Georges. Ensuite, nous avons un autre service, c'est la préparation à l'emploi. Alors, acquérir un niveau d'anglais suffisant pour trouver un emploi est crucial pour un nouvel arrivant. Alors, en choisissant Prince-Georges, la communauté lui permet de bénéficier gratuitement des ateliers réguliers, des groupes de conversation en anglais débutants et intermédiaires. Et il y a aussi des stages intensifs d'anglais que nous organisons pendant l'été. Et il y a aussi des sorties, des découvertes de la culture locale. Alors, la communauté de Prince-Georges s'est également engagée à rattacher les immigrants au marché du travail local et faciliter leur recherche d'emploi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté, avec ce projet, on voit aussi la communauté elle-même s'impliquer. Donc, avec des visites d'entreprise, il y a des ateliers en emploi, il y a des foires à l'emploi aussi qui sont organisées. Et comme autre service, Next Please, nous avons les connexions communautaires et activités de loisirs qui sont organisées. Alors, pour permettre aux immigrants de participer pleinement et
pour qu'ils se sentent intégrés à la communauté francophone de Prince-Georges propose des sorties et des visites, des ateliers pratiques et des ateliers et des activités à destination des femmes immigrantes. Il y a des occasions de partage aussi culturels que nous organisons, par exemple des potlucks. Nous avons des activités de loisirs en français aussi que nous organisons. Et par ailleurs, je tiens à souligner que nous arrivons à réaliser tout cela grâce au partenariat que nous arrivons à tisser localement et au niveau provincial. Localement, par exemple, avec Woke BC de Prince-Georges, nous avons pu tisser des relations de partenariat, des collaborations avec eux, avec IMSS et la municipalité et bien d'autres partenaires et au niveau provincial aussi. Alors, je passerai rapidement la parole toujours dans ce cadre de partenariat local que nous arrivons à tisser grâce à ce projet. La parole à ma collègue Sarah, si elle veut bien, de nous partager aussi l'expérience que nous faisons avec, localement avec les organisations anglophones, comme elle est chargée de construire ces ponts avec les secteurs anglophones, si elle peut l'accepter. Sarah? J'accepte volontiers, Orly, je viens avec mon matériel pour construire. Donc oui, en parlant des partenariats justement avec les organismes anglophones à Prince-Georges, toujours à mes débuts, donc je voulais un peu savoir ce qui se passait en termes de partenariat, qu'est-ce qui a été fait à Prince-Georges. Donc j'ai commencé par contacter l'organisme IMSS, parce que c'était l'organisme qui un peu était le hôte des LIP auparavant. Donc, et j'ai eu l'information que les LIP de Prince-Georges avaient été dissous, malheureusement. Mais à côté de ça, j'avais eu une bonne nouvelle, c'est que probablement, ils vont renaître de leurs cendres. Donc, j'ai tout de suite eu l'information de l'existence d'un groupe d'études qui va justement voir la faisabilité de la création ou la recréation des LIP au sein de Prince-Georges. Donc, on m'a gentiment donné le contact de cette consultante qu'on a chargée justement de l'idée ce groupe d'études que j'ai contacté. Et dès qu'on s'est contacté, comme avec tous les autres partenaires anglophones, elle a vraiment été très accueillante et elle a vraiment aimé l'idée qu'on soit inclus en tant que francophone dès le départ dans ce projet-là, ce projet d'études déjà. Donc, et à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté notre membre qui est le Cercle des Canadiens français, dont parlait Orly il y a un petit moment, pour leur soumettre l'idée. Et effectivement, eux aussi, ils étaient vraiment ils ont accueilli ça avec joie parce que c'est tout le monde qui sait que c'est grâce au partenariat qu'on peut tous avancer, surtout dans le secteur de l'immigration. Et puis, il y a eu Linda, justement, la coordonnatrice du cercle, qui a siégé dans ces groupes d'études et ça s'est récemment terminé. Donc, ils ont tout envoyé à IMSS et nous aussi, on attend les résultats, le fameux résultat pour savoir si des LIP vont renaître là-bas ou pas. On croise les doigts et on aimerait vraiment que ce soit le cas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de potentiel. Rien qu'en fouillant un petit peu là-bas et fouillant, je suis tombée par hasard sur une galerie d'art, à titre d'exemple, anglophone, qui fait des tours en français à Prince-Georges, ce que j'ai trouvé extraordinaire. Ça s'appelle Two Rivers Gallery. C'est quelque chose quand même, c'est pas courant. Et puis, j'ai tout de suite communiqué ça au cercle. Et puis, voilà, ils ont communiqué ça aux immigrants. Parce qu'au final, un immigrant, on n'est pas là juste pour prendre soin de ses besoins basiques. Un immigrant aussi, il a besoin de partir, d'aller voir une galerie d'art et puis de pouvoir comprendre ce qui se passe dans sa langue choisie. Donc voilà, ce fut l'expérience au sein de Prince George que qu'Orly représente parfaitement bien. Je te recède la parole. Merci Orly. Merci beaucoup, Sarah, pour ces points. Donc, c'était pour dire que nous arrivons à mener toutes ces activités pour justement favoriser cette intégration et cet épanouissement des immigrants francophones qui font partie de cette minorité linguistique grâce au partenariat. Donc, nous ne les faisons pas seulement avec notre
nos propres efforts, mais nous le faisons avec les efforts aussi partagés de toute la communauté et aussi les partenaires anglophones. Next slide, please. Alors, pour conclure, ce que nous avons appris comme leçon est que les langues minoritaires sont un élément important de la diversité culturelle et linguistique au Canada. Mais comme on venait de le dire, elles peuvent faire face à de nombreux défis. Et il est essentiel de travailler ensemble pour soutenir les communautés de langues minoritaires, comme c'est le cas avec notre projet à Prince-Georges. Et notre souci serait que ça puisse être aussi reproduit ailleurs dans d'autres communautés en région et en mettant en place des initiatives gouvernementales et communautaires pour promouvoir leur préservation et leur développement. Ainsi, je vous dis merci. Next slide, please. Voilà, je vous dis merci, thank you, tout en vous disant de visiter. Nous avons le site internet bienvenue à www.bienvenue à Prince-Georges. Donc, n'hésitez pas de visiter notre site internet. Vous saurez aussi, vous connaîtrez si vous voulez en savoir plus des activités que notre merveilleuse équipe est en train d'abattre sur les terrains en visitant notre page Facebook ou Instagram ou Twitter. Et n'hésitez pas surtout d'entrer en contact avec nous en cas de besoin. Et je vous dis merci. Thanks. Merci beaucoup, Orly. Merci pour cette belle présentation. Donc, après l'enregistrement et l'exposé seront disponibles et tout le monde pourra donc y avoir accès. Il y avait aussi une question pour adresser à Camille. Quant à l'évolution récente de l'immigration francophone, qu'est-ce qui attire les francophones en vers la Colombie-Britannique? La tribune est ouverte à tous, tous peuvent y répondre, mais on va y faire cette question à Camille qui a peut-être les données, les statistiques pour y répondre. Récemment, le Canada a reçu le plus grand nombre de nouveaux arrivants francophones depuis maintenant 20 ans, mais il faut toujours prendre en considération qu'il y a eu une diminution du nombre de nouveaux arrivants ces 5 dernières années. Ça ne veut pas dire grand-chose si on regarde le tout dans l'ensemble. Donc, mais la Colombie-Britannique est une destination qui attire, qui continue d'attirer. Et je pense qu'il y a deux procédures là. La première, c'est que le gouvernement canadien établit des cibles quand on parle du nombre d'immigrants francophones. Et il essaie donc dynamiquement d'atteindre ces cibles, ça c'est un. Et deuxièmement, je dirais que au moins pour les immigrants venant de France, la Colombie-Britannique est une destination très recherchée. Il y a beaucoup de gens donc, qui en viennent avec un visa de vacances-travail. Il y a également le marché du travail qui est attrayant. Il y a des occasions de trouver de l'emploi. Donc, ceux des postes qui ne sont pas nécessairement ouverts en France, les mêmes possibilités. Donc, je pense que ceci établit, donc, fait de la Colombie-Britannique une destination recherchée par les francophones. Merci. Une des autres questions, c'est que quels sont les obstacles principaux auxquels font face les francophones? Donc, vous pouvez choisir qui veut s'exprimer là-dessus. Je vais essayer de donner ma réponse par rapport à cette question. Le premier obstacle, déjà, c'est la langue. C'est ça le plus grand obstacle qu'un francophone rencontre ici en Colombie-Britannique principalement parce que c'est une province qui est à prédominance anglophone. Alors, quand un francophone arrive en Colombie-Britannique et n'a pas cette accessibilité de pouvoir bien s'exprimer, aussi se retrouver en termes aussi des services qui lui sont offerts. Parce que généralement, ces services sont offerts en anglais. Il y a peu de services qui offrent des services en français.
Et deux fois, le français peut-être n'est pas la seconde langue qu'on rencontre, mais c'est d'autres langues. Donc, elle a deux fois même tendance à être la minorité parmi les minorités. Et si je peux le dire, prendre seulement, je vais laisser aussi la parole aux autres de pouvoir partager leur point de vue. Mais moi, je viens épingler le facteur de la langue et des services en français qui ne sont pas aussi disponibles. Et là, je donne mon exemple à moi aussi en tant que je suis venue en Colombie-Britannique il n'y a pas longtemps et je vous dis que j'étais perdue. J'étais perdue quand ne connaissant pas l'anglais. euh, J'étais perdue en arrivant que je ne pouvais pas avoir accès à l'information seulement parce que je ne connaissais pas la langue. Et ça, c'est un élément important et un frein énorme. Merci. Je peux aussi rajouter quelque chose, c'est que pour moi et selon ma propre expérience, je ne suis pas très ancienne ici, moi aussi je suis nouvelle à BC, mais les francophones sont dispersés. À titre d'exemple, je viens d'une autre province, j'habitais au Manitoba et à Winnipeg, nous avions un quartier, tout un quartier francophone. Il y avait beaucoup d'activités francophones, c'est-à-dire qu'on sentait, quand on voulait se rapprocher un peu au moins géographiquement, un peu se rapprocher de là où on venait, on pouvait. Ici, c'est très difficile. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce caractère, il n'y a pas ce cachet. Pour moi, ça a été, c'est un vrai dépaysement. Et il y en a qui sont venus pour le dépaysement, il y en a qui le supportent moins bien et c'est pour ça qu'ils repartent vite. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de francophones arrivent en Colombie-Britannique et peu de temps après, après une courte expérience, ils changent de province. Donc ça aussi, pour moi, c'est un point important. Et aussi, si je peux rajouter, c'est que la province, la francophonie, c'est-à-dire elle n'est pas reconnue. C'est vrai que au niveau fédéral, le pays est bilingue, mais au niveau provincial, non. C'est-à-dire c'est vraiment au bon vouloir de n'importe quelle institution ou n'importe quel service, comme disait Orly, si on vous offre un service en français ou pas. C'est pas obligatoire. Et ça aussi, ça réduit toutes les possibilités et on voit beaucoup de francophones partir malheureusement. Voilà, merci. Merci pour ces réponses. On a une autre question de l'audience qui demande si vous avez eu des organismes anglophones qui ont déjà refusé de collaborer, soit par manque de temps, soit par manque d'intérêt. Je peux répondre à cette question, vu que je suis vraiment, c'est vraiment mon sujet à moi, oui. Heureusement que c'est très rare, mais j'ai été confrontée à ça où j'ai tapé une centaine de fois à la porte de cet organisme X. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de réponse. On a même convenu pour vous dire, une réunion où je m'étais préparée, où ça avait impliqué beaucoup de choses, un déplacement et tout, et ça a été annulé à la dernière minute. Et ça crée des frustrations, honnêtement. Parce que le but était vraiment d'assurer que tout se passe bien pour la communauté francophone dans cette région-là. Donc oui, ça arrive, mais heureusement, ça n'arrive pas beaucoup. La preuve est là. Regardez l'intérêt que Koyali, par exemple, particulièrement a à travailler avec les francophones. Et puis, comme ça aussi, la preuve, ce webinaire existe pour ça aussi. Une question pour le LIP de Vancouver. Est-ce que les partenariats avec les organisations francophones sont différents qu'avec les organisations d'autres langues? Et si oui, pourquoi? Thank you, Hakim. It's a very, Merci, very Hakim. C'est une excellente question en soi. Et comme j'ai mentionné dans mon exposé, nous en sommes en tout début de ce partenariat. Et comme je l'ai mentionné également, pour bâtir ce partenariat et les liens qu'il faut, ce n'est pas un processus qui est unilinéaire en soi. Donc, je vais donc demander, ce n'est pas nécessairement la même procédure que pour les agences anglophones. Avec les francophones, par exemple, nous avons un défi à relever, celui de l'obstacle de la langue. Quand on doit faire un exposé à un grand groupe, il nous faut traduire le matériel, etc. Mais ce qui est bon, c'est que, quelles que soient les agences que j'ai rencontrées, membres de ce secteur, elles sont très, très désireuses d'établir ces partenariats, ce qui facilite les choses pour nous.
Pour nous, ça nous permet de mieux les comprendre, leurs travaux, comment faire du partenariat efficace. Donc, nous avons, par exemple, demain une rencontre de notre groupe de travail sur les stratégies. Nous avons invité donc 4 de ces agences membres du secteur francophone à faire des exposés et les présenter, donc à faire des allocations à ces organismes. Donc, pour créer plus de liens, plus une stratégie également, co-créer ensemble des projets spéciaux que nous projetons. Et là encore, je dirais que ce n'est pas un processus qui va se dérouler d'une seule voie, unilinéaire, mais c'est très prometteur de cette implication auprès du secteur francophone. Ils sont très désireux, ils veulent vraiment collaborer, travailler avec le secteur anglophone, ce qui ne fait qu'agrémenter et faciliter les choses. Pour les francophones et par les francophones est important pour garder notre vitalité. Comment renforcer le référencement? Donc, comment préserver ça? C'est une très bonne question. Merci, Patricia. Renforcer le référencement, on ne peut pas le renforcer si on ne construit pas ces relations et s'il n'y a pas la confiance entre les organismes. Donc, moi, personnellement, je suis ce point de contact entre les 2 organismes de communauté de langue officielle. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un organisme anglophone qui m'a contacté parce qu'il y avait des immigrants qui sont partis voir cet organisme et ils voulaient des formations en français. Donc, nous avons bien sûr un centre dédié pour ça. J'ai contacté notre membre Éducacentre pour les mettre en lien. Mais cet organisme-là, honnêtement, ne voulait pas me donner aucun détail, ni concernant le nombre, ni rien pour nos datas, ni ce qu'il voulait. Il voulait juste savoir s'il y avait un centre et point, c'est tout. Donc, chose que j'ai faite, j'ai référencé Éducacentre pour ces immigrants et pour cet organisme. Mais entre nous, entre l'organisme et moi, il n'y a pas eu d'échange. Donc, on m'a dit qu'ils sont tenus par la confidentialité, c'est IRCC qui impose ça et tout, chose que je peux comprendre, mais je pense que nous travaillons pour la même chose. Donc, avoir un minimum de connaissances aiderait justement à mieux servir cet immigrant, à mieux cerner ses besoins. Donc, le renforcement de ce référencement, Patricia, il doit d'abord se faire en tissant ces liens. Et c'est justement via AMSA que nous allons toquer à toutes ces portes et Hakim, en l'occurrence, qui est là, qui va m'aider à approcher les organismes anglophones et puis à leur expliquer pourquoi je suis là et pourquoi il est important de référencer nos clients. Ce n'est pas une question de langue seulement. C'est vraiment une question de communauté. Merci. Hakim, si je peux juste rajouter quelque chose à ce que Sarah disait, pour parler de ces référencements, de ces partenariats aussi, comment les renforcer. Je pense que c'est comme Sarah disait, c'est un travail de tout le monde. Tout le monde doit en fait s'imprégner de cette mission de pouvoir promouvoir le secteur francophone ou non francophone. Moi, je veux parler de l'expérience de Région parce que les expériences aussi varient d'un environnement à un autre. Il y a, c'est vrai, Vancouver, mais il y a aussi ceux qui sont un peu plus des petites communautés qui, de leur côté, ne rencontrent pas autant de difficultés que notre grande communauté ici dans les grandes villes. Donc, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des partenariats qu'on a pu, par exemple, à Prince-Georges tisser. Il y a ces référencements-là, mais derrière ça, il y a cette collaboration dont Sarah parlait, cette relation de confiance qui doit exister avant, qu'on a su tisser au sein de la communauté en les impliquant déjà dans nos activités pour qu'ils soient intéressés pour savoir qu'on existe. Il y a cette promotion qu'on doit faire aussi de nos services auprès des organismes anglophones pour qu'ils sachent que quand ils reçoivent des arrivants francophones, ils les réfèrent directement. Donc, il y a des partenariats qu'on a su conclure sur place, comme j'ai dit avec WorkBC par exemple, ou bien IMSS, quand ils nous aident à faire la promotion, ils nous aident à référencer les nouveaux arrivants francophones quand ils arrivent directement au cercle des francophones
au Cercle des Canadiens français de Prince George. Donc, il y a cet échange qui se passe et on ne laisse pas le temps au silence. Et eux aussi, ils nous contactent aussi lorsqu'ils ont des activités de leur côté pour qu'on puisse intervenir. Donc, il y a cet échange-là. Donc, je voulais ajouter à l'intervention de tout à l'heure. Merci. Merci. Il y a une question pour Orly. Pour le projet pilote à Prince George, le projet sera-t-il renouvelé pour devenir un projet permanent? Je ne sais pas très répondre à cette question parce que jusque-là, c'était un projet pilote. On n'a pas encore reçu un message ou une confirmation quelconque de la part de IRCC, mais c'est vraiment notre souhait que ce projet pilote soit transformé en un projet périn qui va continuer parce que à la base, nous avons eu à tisser des liens, nous avons eu à marquer de notre présence à Prince-Georges et ça sera dommage que ces projets s'éteignent et disparaissent au fil du temps. Donc, nous avons des très bonnes raisons que ce projet soit maintenu après Georges, encore qu'il y a une équipe extraordinaire qui fait un travail énorme sur les terrains pour lesquels on est fiers et la province a été fière en reconnaissant ses efforts. Et voilà, ça serait dommage de pouvoir voir tous ces efforts aller en fumée. Et voilà, c'est vraiment notre souhait de voir ce projet être pérenne, on espère. Si. On va prendre une dernière question. C'est une question à propos du RIF. Donc, comment peut-on joindre le réseau? So, the RIF network, how can we join the network? On est présent sur toutes les plateformes. Nous avons un site web, nous avons des lignes téléphoniques, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Donc, je peux laisser tout ça, si tu veux, Hakim, en commentaire, notre site web et puis toutes les informations. Ça te va? Bon, alors, si vous êtes intéressé à participer à nos événements à venir ou si vous voulez en savoir davantage sur AMSA ou les ressources que nous avons, vous pouvez nous rejoindre de différentes façons. Vous pouvez visiter le site d'AMSA à amsa.org. Vous pouvez vous inscrire à le magazine AMSA.net. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous pouvez aussi cliquer sur le code QR et vous inscrire, adhérer, parce que nous la diffusons chaque semaine, le magazine, pour donner des informations du secteur complet. Prochaine diapo. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et nous vous remercions tous d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui. On espère vous revoir bientôt à un autre événement et merci encore à ceux qui ont offert une heure aujourd'hui. On termine légèrement plus tôt, mais tout est bon. Alors, merci et belle fin de journée à tous. Thank you.